Chiffrage de la ZDF 15 février 2026. Nous sommes dans la 4e année, jour 357, depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous examinerons la situation en Ukraine et en Russie après 1 mois et demi. Nous voyons également une sorte d'offensive ukrainienne, ou du moins les débuts d'une offensive de plus grande envergure. Et ce que nous allons également examiner, c'est comment les Russes essaient de maintenir leurs soldats sous contrôle, ainsi que bien d'autres choses. Où en sommes-nous maintenant ? Cet hiver est extrêmement difficile pour l'Ukraine. Les attaques russes contre le système énergétique ont durement touché de nombreuses villes, pas seulement Kiev. Coupures de courant, réseaux endommagés et postes détruits font partie du quotidien. Même si le froid va bientôt diminuer, l'infrastructure reste massivement endommagée dans de nombreux endroits. De grandes choses qui peuvent être détruites en quelques secondes prennent généralement des semaines, voire des mois, à être reconstruites avant d'être à nouveau touchées par des missiles russes. Les réparations sont en cours, mais un rétablissement complet prendra parfois même des années. Et avec l'été, de nouveaux risques apparaissent. On croit qu'après l'hiver, ce n'est plus un problème, car les gens n'ont plus à chauffer. C'est possible, mais la chaleur accentue la pression sur le réseau, alors que beaucoup d'installations restent provisoires. Pourtant, le pays résiste du mieux possible, et ce n'est pas qu'une formule. La vie quotidienne continue, les entreprises fonctionnent, les gens vont travailler, les écoles ouvrent, les enfants vont à l'école. Les villes fonctionnent aussi souvent seulement dans des conditions improvisées. Mais la vie quotidienne continue du mieux possible, comme si cette guerre n'était qu'une affaire secondaire. La pression est forte, mais la société ne s'effondre pas, du moins jusqu'à présent. Mais même au front, la situation continue comme avant. La ligne tient toujours. Pour les troupes russes, cependant, la situation est un peu plus compliquée. La perte de Starlink et les restrictions sur les services de messagerie compliquent leur communication. En même temps, les attaques contre les raffineries russes se poursuivent. La défense aérienne russe est systématiquement attaquée, tout comme ses systèmes radars. Les drones ukrainiens frappent des cibles militaires en plein cœur de l'arrière-pays russe et les drones maritimes ukrainiens attendent la fin de l'hiver. Dès que la glace aura disparu près des côtes, ce secteur du front redeviendra certainement plus actif. En Ukraine, des changements de dirigeants militaires et politiques ont eu lieu. Les Ukrainiens estiment que cela a simplifié les processus internes et accéléré la prise de décision. Cela renforce surtout la capacité d'action opérationnelle au niveau central. Mais cela ne veut pas dire que l'armée ukrainienne est parfaite, bien au contraire. Nous avons récemment constaté que Syrski, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, prend souvent des décisions selon ses anciennes tactiques et donne des ordres directs jusqu'au chef de section, ce qui est fatal pour l'armée ukrainienne. Il privilégie certaines brigades qu'il apprécie, tandis que d'autres sont délaissées et doivent survivre avec ce qu'elles ont. Comme je l'ai dit, il y a de nombreux problèmes dans l'armée russe et ukrainienne, cela ne peut être nié. Néanmoins, nous voyons ici des approches et aussi des mises en œuvre pour maîtriser ces problèmes. Le soutien international demeure, même s'il est accentué différemment sur le plan politique et public. À Munich, des signes clairs de solidarité ont été envoyés, ce qui, évidemment, n'aide en rien les soldats au front ni les civils dans les appartements froids. L'Europe développe désormais sa propre industrie d'armement avec l'Ukraine et l'élargit partiellement, ce qui est déjà une bonne chose pour nous. Car si jamais nous devons faire face à une situation de défense, au moins nous pourrons nous préparer en ce qui concerne les drones. Il s'agit de développement structurel, pas de gros titres à court terme. L'Ukraine dispose ainsi d'une certaine réserve de résilience militaire, économique et sociétale, même si celle-ci est très limitée. Côté russe, les tensions économiques augmentent. Le secteur pétrolier souffre, malgré les efforts de Moscou pour réorienter ses exportations. La problématique de la soi-disant flotte fantôme en mer Baltique reste non résolue et demeure un risque géopolitique. Les pertes russes continuent-elles d'augmenter sur le front ? En parallèle, la Russie accentue ses attaques sur les villes, installations énergétiques et infrastructures civiles. On remarque particulièrement l'augmentation des attaques contre les nœuds de transport, y compris les lignes ferroviaires et même les trains de passagers. Cela devrait empêcher Moscou d'obtenir un tournant décisif sur le champ de bataille, ce que nous constatons, d'où l'augmentation de la pression sur la société civile. Politiquement, la Russie cherche à gagner du temps, retarder ou empêcher les négociations et accentuer la pression. L'objectif stratégique reste maximaliste et inchangé. Il ne s'agit pas de gains territoriaux limités, mais plutôt du contrôle total ou de la destruction effective de l'ensemble de l'Ukraine. À l'échelle mondiale, les priorités évoluent. Les États-Unis, par exemple, se focalisent de plus sur leurs affaires internes et intérêts nationaux. L'Europe doit choisir rester un acteur autonome en sécurité ou une simple zone économique sans moyens de puissance.
Pour l'Ukraine, intégrer un système de défense européen est plus qu'une option politique. C'est une réponse à la question du sens de cette guerre. Pour l'Europe, ce serait aussi un signal clair que la menace russe est comprise structurellement et que l'on est prêt à y répondre fermement. Au cours des prochaines semaines, le prochain paquet de sanctions de l'UE sera également un indicateur important. La Russie réagit surtout à la pression, pas aux appels. Des mesures substantielles et coordonnées ont donc un effet, mais il faut aussi les annoncer clairement. D'ici la fin du printemps, il devrait donc être clair si un cessez-le-feu est réaliste, ou bien si nous allons maintenant assister à une nouvelle phase d'escalade qui nous accompagnera jusqu'en 2026, et c'est aussi ce que je pense. La date reste donc fixée au printemps, 2026 pour moi au 15 février. L'Ukraine est toujours en guerre contre la Russie depuis plus de 1554 jours, affrontant ce qui était d'autrefois la deuxième armée la plus puissante du monde. Un coup d'œil à la carte et à la situation estimée dans la région d'Umpomkroske montre le mouvement du côté ukrainien, que nous allons maintenant examiner. Nous avons ici deux zones marquées en bleu. De même ici de ce côté, qui ont été reprises par main par les Ukrainiens au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, donc depuis, je pense, le Nouvel An. Ce n'est pas beaucoup, si l'on regarde bien. Les Russes ont également bien progressé l'année dernière. En effet, les Russes ont pu conquérir cette zone ici l'année dernière, donc cette partie jusqu'à la frontière, pratiquement avec Djelika et Novozilka, ainsi que tout ce qui a également été marqué ici. Pour les Russes, par rapport à d'autres offensives, cela a déjà été un très très grand gain de terrain, que l'on voit en fait très très rarement. Les Ukrainiens se sont majoritairement retirés, notamment de ces localités signalées par des épingles vertes. J'ai déjà rapporté que celles-ci ont été abandonnées ensemble ici. Les Ukrainiens se sont retirés dans cette zone et ont ensuite été presque encerclés ici. Ensuite, la bataille pour Oujyapol a continué, donc ici. Et puis, les Russes ont pris ici, dans la région, les derniers villages ou quartiers de la localité et se sont maintenant dirigés vers l'ouest pour continuer à s'implanter ici. Les Ukrainiens sont ici plus ou moins en train de défendre plutôt que d'attaquer. Mais la situation est différente un peu plus au nord. Nous voyons déjà ici quelques attaques, dont une ici. Certains amateurs diraient que c'était une percée, mais ce n'était clairement pas le cas. De la même manière qu'il n'y en a pas eu à l'époque près de Fonkrovsk au nord en direction de Dvropilyakein, il n'y en a pas eu ici non plus. Quelques soldats russes isolés ont réussi à traverser les lignes ukrainiennes d'une manière ou d'une autre, le plus souvent par des brèches, et à s'établir ensuite dans ces deux localités. Les Ukrainiens ont déjà pu reprendre ces endroits ici au cours des dernières semaines, comme cela a été prouvé. Nous l'avons déjà vu dans le rapport de situation, mais maintenant il s'agit de cette zone-ci. Ici, nous voyons comment ils ont pu continuer à avancer. Actuellement, tous les villages situés dans la zone jaune sont très disputés. Les Ukrainiens essaient de passer ici à l'ouest de Verbov, avec une nouvelle attaque et de contourner le village. Je pense que les Russes le contrôlent tout simplement trop bien. Si nous regardons de près le village, ici se trouvent les maisons, ou plutôt les quartiers du village. Les Russes ont ici un grand avantage. Ils ne peuvent presque pas être attaqués du nord. 3 groupes principaux sont présents. Il n'y a qu'une seule route qui passe ici, et qui, bien sûr, peut être très, très bien contrôlée par les Russes. Car si les Ukrainiens viennent du nord, ils doivent passer par un couloir très, très étroit ici, qui fait environ 188 mètres de large sur la carte. On peut protéger cela avec vraiment peu de soldats, tout comme le couloir un peu plus à l'ouest, qui fait au maximum 245 mètres. Cela signifie que si les Ukrainiens essaieront de passer par ici, ils tomberaient d'abord sur la première ligne russe à l'intérieur, qui est généralement très bien couverte puisqu'elle se trouve quelque part entre les lignes de maisons. Nous avons donc 2 couloirs pouvant être très bien défendus avec peu de soldats. Et puis il y aurait ici l'ouest, qui logiquement est un peu mieux défendu par les Russes. Car tous les soldats qu'ils peuvent économiser ici sur ces 2 petits couloirs peuvent être déplacés ici à l'ouest et défendre la ville depuis le flanc. C'est pour cette raison que les Ukrainiens attaquent justement entre les 2 localités, pour éventuellement prendre pied quelque part plus au sud ici, ou bien attaquer vers l'ouest, peut-être dans cette direction-ci, pour ensuite, avec les 2 autres attaques secondaires, exercer plus de pression et repousser les Russes hors de cette zone. Mais ce que nous voyons, ce ne sont que des débuts, ce n'est rien de majeur pour l'instant. Seuls quelques bataillons participent à ces attaques, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et en plus, il y a ici une attaque plus importante en direction de Beresove. Ici, les Ukrainiens ont attaqué.
Ce que nous voyons ici dans la vidéo qui est affichée, ce sont en quelque sorte les contre-mesures russes Puron pour arrêter cette attaque. Tout cela s'est déroulé à peu près ici, au sommet de l'attaque, et en partie aussi dans la ville de Beressov elle-même. Cela montre que les Ukrainiens tentent, comme je l'ai dit, d'attaquer les localités périphériques. Et en même temps, ils essaient aussi de les contourner partiellement pour augmenter la pression plus loin à l'arrière. De plusieurs sections du front, d'autres rapports et enregistrements apparaissent également, censés montrer un moyen de discipline interne particulièrement brutal de l'armée russe, ce que nous avons déjà vu très souvent. Ainsi, des soldats sont à plusieurs reprises déshabillés, attachés à des arbres et laissés à eux-mêmes par des températures négatives. De telles punitions sont apparemment utilisées comme moyen de dissuasion, par exemple en cas de refus d'obéir aux ordres, d'ivresse, de dispute ou de tentative de désertion. Dans le froid, cela ne signifie pas seulement l'humiliation, mais aussi un danger de mort immédiat. En dessous de 0 degré, le corps peut souffrir d'hypothermie en très peu de temps. Les engelures, les effondrements circulatoires ou les dommages permanents sont des risques réels. Cette méthode correspond au schéma qui se répète depuis le début de la guerre. Certaines unités remplacent la discipline militaire professionnelle et les procédures réglementées par des mesures punitives anarchiques et violentes. Cela indique d'énormes problèmes de commandement et une culture de la peur. Pourtant, une bonne armée est avant tout dirigée et fonctionne grâce au respect, et non par la simple peur. C'est exactement comme dans l'éducation des enfants. Vous pouvez l'imaginer de la même façon dans l'armée. Un enfant sera plus enclin à faire quelque chose, même contre sa volonté, s'il respecte ses parents et non s'il les craint. En hiver, pression, frustration et conflits dans la troupe s'aggravent. Quand le moral et l'approvisionnement diminuent, la violence interne augmente souvent. Ces méthodes visent à contrôler, mais peuvent avoir l'effet inverse. Elles détruisent donc la confiance, sapent profondément la camaraderie et accentuent la désintégration interne, quel que soit le camp auquel on appartient. De telles pratiques ne sont pas un signe de force militaire, elles sont simplement un indicateur de problèmes de discipline absolue, de dépassement. Un système qui ne contrôle plus par le commandement, mais seulement par l'intimidation. Les unités russes font face à des problèmes de communication hérités de l'ère stalinienne, tandis que les Ukrainiens ne semblent pas perdre de temps. Des blogueurs russes rapportent en effet d'autres attaques, comme celles que nous venons de voir, mais cette fois devant le grand public. Mais s'il vous plaît, ne considérez pas cela comme une annonce triomphale ou quelque chose de ce genre. Vous ne devez pas vous l'imaginer ainsi. Ce n'est pas une contre-offensive de grande envergure avec de très nombreuses unités, avec certaines parties de l'armée qui essaient de percer partout, pour justement reprendre tous les gains territoriaux russes des derniers mois. Non, ce sont vraiment des attaques locales jusqu'à présent, car les Ukrainiens ont en effet annoncé des offensives pour 2026. Mais ce que nous voyons maintenant, ce sont plutôt des mesures à court terme pour justement sécuriser ces gains territoriaux suite à la perte de Starlink, tant que les Russes n'ont pas d'alternative à cela ou ne se sont pas réorganisés. À Sotchi, sur la côte de la mer Noire, habitants et autorités ont signalé plusieurs alertes aériennes et explosions aujourd'hui. Selon les premiers rapports, l'incident cible les environs, la Crimée occupée et la région de Krasnodar. Des témoins rapportent que plusieurs détonations juste après les séries d'alertes. Des informations rapportent qu'environ 200 000 drones ukrainiens auraient été lancés vers la Crimée et la côte sud de la Russie. Ce chiffre est exceptionnellement élevé et indiquerait une opération coordonnée à grande échelle, et non une attaque isolée. Si ces informations sont exactes, l'Ukraine a de nouveau démontré qu'elle est capable de pénétrer profondément à l'intérieur du territoire russe et de mettre sous pression des cibles bien au-delà de la ligne de front. Pour Sotchi, c'est particulièrement remarquable, car la ville a jusqu'à présent rarement été touchée par des combats directs et était considérée comme une zone arrière relativement sûre. Par des attaques simultanées et à grande échelle, l'Ukraine cherche à mobiliser la défense aérienne russe, à diriger les ressources et, bien sûr, à exercer une pression psychologique. Si des missiles et drones survolent la mer Noire et le sud de la Russie, Moscou doit mobiliser des forces pour maintenir la discipline, n'est-ce pas ? Surtout lorsque des systèmes de défense aérienne sont retirés du front pour être utilisés ici, dans la défense en profondeur. Cela a-t-il déjà été un bon plan pour l'Ukraine ? Merci à tous les abonnés, membres et l'équipage Argel, en particulier au lieutenant-colonel Renek, Silla, Dietrich, Ferdi et Maïrofer. Abonnez-vous, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.